Bonsoir Simon. Donc voici le résumé du cours d'aujourd'hui. Nous avions parlé de café. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter de boire du café? Donc déjà arrivé. Ok. Euh, c'est assez difficile parce qu'on peut avoir des maux de tête. Donc si tu n'as plus de café, c'est que tu prends, il t'arrive de ne plus avoir de café dans le paquet parce que le paquet est vide. C'est un petit paquet d'un demi-kilo peut-être, et tu as Pips à 5 minutes de chez toi, ou 5 minutes à pied, et donc tu achètes des petits paquets parce que le café reste frais beaucoup plus longtemps, les demi-paquets. Les demi-paquets ne durent jamais longtemps, ne durent pas longtemps. Durer is to last. Donc, j'en ai besoin, it's like I need some, avoir besoin d'eux. Tu vas de temps en temps à Starbucks quand tu es en ville et tu avais trouvé un café cocktail, qui sert du café et ils sont très très lents et ils mettent 10 minutes pour préparer le café. Donc ils ont les grains de café, hein, coffee beans, et les haricots de beans alone. On peut choisir, donc dans ce bar, on peut choisir le type de café, le grain, on peut choisir le type de grain, l'eau. Il y a trop de choix et chaque tasse est servie individuellement ou est préparée individuellement. Individuellement. Ça prend trop de temps de servir un café dans ce café. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que j'irai une seule fois dans ce café, euh, et c'est tout. Voilà. Je suis impatiente. Je n'aime pas attendre trop longtemps pour mon café ou sinon je pars. Euh, Ça devrait être simple normalement de préparer un café, même un très bon café. On a besoin d'ingrédients frais, donc le café doit être frais, hein, si possible. Et moi, personnellement, je préfère la nourriture simple, le café simple, les vêtements simples, une vie simple. Je n'ai pas besoin d'attention. Je ne souffre pas de problèmes d'attention. Euh, je ne me souviens pas, donc attention à se souvenir, hein, je ne me souviens pas du nom ou du titre. On avait parlé également d'une émission sur Netflix. C'est comment ça s'appelle? C'est un cuisinier qui, dont sa philosophie, c'est de préparer différents plats. C'est le soir, donc je suis fatiguée. Je dois me réveiller à 4h30 du matin demain. C'est lundi, mardi, mercredi, 4 heures du matin et 4h30 du matin. Et là, j'ai un élève qui est sur Zurich et qui est parti en vacances. Et quand il revient, ce sera tous les jours c'est à 5 heures du matin pour lui. Donc, c'est difficile d'avoir les changements les horaires différents. Donc, c'est assez fatigant, mais bon. Donc, sa philosophie, hein, c'est de préparer des plats assez compliqués. Donc, beaucoup, beaucoup d'ingrédients frais, mais pour un résultat qui est très petit. Voilà, petite portion. Et je pense que c'est du chichi. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Je pense que la cuisine campagnard, rustique, c'est intéressant. On n'a pas besoin de manger de grosses quantités. Ok. La haute cuisine, c'est très cher et je n'apprécie pas forcément. J'aime le vin français. On avait parlé de personnes qui achètent des bouteilles de vin assez chères. Donc, il semblerait que la valeur du vin soit plus importante que le contenu. Euh, je peux goûter, je peux apprécier le Bourgogne, le Beaujolais, etc. On peut apprécier différents vins, mais c'est un peu ridicule de payer une fortune pour un simple vin. J'ai déjà acheté des Châteauneuf-du-Pape, jamais Lafite, j'ai jamais goûté Lafite. Et je pense que ces vins sont intéressants, je n'en doute pas.
mais je pense que c'est très cher également. Alors, il est bien d'acheter, c'est assez intéressant d'acheter des vins chez le vignoble, le cultivateur, et c'est moins cher en France. Donc il y a un vignoble qui est à 20 kilomètres d'ici, et ce vin est beaucoup plus cher que le vin d'Australie. Il y a trop de régulations en Californie. Les règles ne permettent pas de vendre directement, et donc il y a tout un tas d'intermédiaires qui se prennent une commission, hein, simplement. Un magasin de vin, donc il existe beaucoup de magasins, de boutiques qui sont spécialisés dans la vente de vin, mais généralement, c'est généralement cher, mais on peut trouver des perles, hein, de temps en temps, qui ne sont pas chères. Trader Joe's, donc c'est bon marché, it's cheap, it's a good price, it's a bargain. Trader Joe's, c'est parfait pour acheter les produits simples. Les prix sont corrects. Et en France, il est très commun de cultiver ses propres légumes et ses propres fruits. Le label bio organique, c'est un peu une arnaque. Et les supermarchés font les arnaques. Ok. Donc il y a aussi les œufs, ok, le Farm Fresh, Free Range. Et on a les granges, on a les fermes qui n'ont qu'une seule porte. Et cela permet à des fermiers d'utiliser le label Free Range. A barn, une grange. Donc les poules ne quittent jamais la grange. Avec la petite porte, ça rend les œufs free range. On peut utiliser cette appellation. Et les fermiers le savent bien. Tu te souviens que nous avons parlé du futur informatique, en fait, le futur, la robotisation et l'automatisation, et les emplois qui vont disparaître dus à l'automatisation et la robotique. Automatiser, l'automatisation. L'agriculture sera totalement automatisée dans 20 ans. Les ouvriers mexicains, ils n'auront plus besoin d'ouvriers, donc ils seront facilement remplacés. L'industrie agricole va être automatisée. Donc dans 20 ans, moi ça me fait un peu peur cette automatisation complète. Je viens de France et j'ai toujours comment dire, le souci des, pas le souci, mais disons que j'ai l'habitude de voir les fermiers être en contact avec les animaux, et là ça devient un peu fou. Toutes les petites fermes les disparaîtront. Oui et non, je pense qu'il y a certains, même américains, hein, qui ont le goût de la bonne saveur et qui vont, à partir du moment où on achète chez eux directement, ça peut les aider à rester en vie, mais c'est assez dangereux parce que là, on aura des prix qui seront dérisoires, et la mentalité Walmart, elle est un peu partout, hein, même en France. Donc, les petites fromageries qui font des fromages de chèvre, donc il y a des petites fromageries, on a des petites boutiques où on peut acheter du miel, on peut acheter du vin, on peut acheter des produits spécialisés sur San Francisco, à Paris, même au Mexique, j'en avais trouvé. Donc, il y a une tendance, une mode, donc la tendance, tendency, la mode est pour la globalisation. On veut baisser le coût du travail. Donc, je parlais de la mentalité Walmart. Les machines qui s'occupent des animaux, moi, ça m'embête un peu. C'est assez déprimant, c'est assez triste. Et on avait parlé, ah oui, des meubles. Ikea, j'y suis allée il y a 2 semaines, et tu avais mangé les boules de viande, meat bones. J'y suis allée avec quelqu'un qui avait faim et nous avons fait l'erreur de manger. Donc la queue était très longue et bon, bah, la nourriture, c'est pas exceptionnel. Moi, j'aurais peur de tomber malade. Sérieusement, j'aurais peur de tomber malade et je préfère acheter mes meubles. Je m'en vais, je vais manger quelque part et voilà. Donc nous avons décidé de manger dans le restaurant Ikea
qui est au premier étage. Nous avons mangé les meat balls, donc on peut dire ça en français, et puis on peut également dire des boules de viande. Boules, B-O-U-L-E-S, de viande. Et donc, pour reparler en fait de l'automatisation, il n'y a pas l'amour de la terre, il y a l'amour de l'acier. Il y a beaucoup de subventions qui sont données aux fermiers en France et il y a beaucoup de problèmes, de tensions entre l'Allemagne et la France parce que il semblerait que l'Allemagne dise à la France comment dépenser son argent. Euh, Au niveau des subventions pour les fermiers français, c'est une belle connerie, franchement, parce que tu as des fermiers on leur demande de produire plus de viande, plus de lait, plus de maïs, etc. Et en fin de compte, ils sont, ils sont payés une misère pour tout ce qu'ils font, quoi. Bon, c'est pour cela que tu peux voir des fermiers brûler sur les autoroutes du blé ou du maïs ou des légumes parce que ils obtiennent une misère et ils ne sont pratiquement pas payés pour cultiver leurs produits. Donc les subventions, en France c'est comme ça. Tu veux de l'argent, on te casse la tête. Voilà, on te fait signer des papiers, tu deviens un esclave. Voilà, tu appartiens à l'État. Les Allemands, bon, ne supportent pas les fermiers français parce que bon, il y a beaucoup de dépenses et les dépenses vont grossir. Ok. Donc dans pas longtemps, je vais voter, je vais faire mon devoir de citoyenne. C'est un samedi et franchement, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer avec ce pays. Euh, on va voir. Là, moi, je prends un peu mon recul. Je prends du recul et je, je ne vis pas en France, donc je vais voir un peu ce que ça donne. Euh, ouais, je suis un peu déprimée et déçue par le climat politique en France. C'est vraiment décevant. On est arrivé à un point où c'est tellement évident que les candidats sont corrompus et il n'y a plus de, comment dire, cet amour de la France. Il n'y a que des candidats qui sont là pour représenter des corporations, des empires, financiers. Donc, c'est vraiment très, très, très déprimant. Mais bon, je vais lire un petit passage. Je ne vais pas faire la communication. Je vais faire simplement un petit passage de la France contemporaine que j'ai quelque part ici. Voilà. Donc, je vais faire l'autre page. Ça, je l'avais fait. Je l'avais fait. Voilà. Donc, Paris, ville tentaculaire. Donc, c'est la première page. Un peu d'histoire. Paris n'a pas toujours été la capitale de la France, mais la ville a eu trois occasions historiques pour le devenir. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand les Romains ont pris possession de l'île de la Cité, située au milieu de la Seine, ils ont trouvé cette petite île habitée par une tribu celtique qui s'appelait les Parisis. Jules César a baptisé cette petite ville Lutèce et elle est devenue la capitale de la Gaule. Première occasion historique, nous ne savons pas exactement quand le nom Lutèce a disparu, mais à la fin de l'époque gallo-romaine, la ville est déjà connue sous le nom de Paris, d'après les Parisis, disparus depuis longtemps. Au 5e siècle, la Gaule a été envahie par de nombreuses tribus germaniques. En 450, une tribu asiatique, les Huns, sous la direction d'Attila, avançait sur Paris et les habitants de la ville étaient terrifiés. Une jeune fille qui s'appelait Geneviève a organisé la résistance contre les Huns en encourageant les Parisiens à défendre leur ville. Attila a changé de route et n'est pas venu à Paris. Les Parisiens ont alors crié au miracle et ont attribué la sauvegarde de la ville à leur héroïne Geneviève. Par la suite, Geneviève a été canonisée par l'Église et aujourd'hui Sainte Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris. Les Huns ne sont pas restés en Gaule, mais les Francs, une autre tribu, s'y sont installés et y ont établi un royaume qu'ils ont appelé la France. En 508, Clovis, roi des Francs, a fait de Paris la capitale de son royaume.
Deuxième occasion historique, mais Paris a été délaissé au 8e siècle par Charlemagne, celui-ci dont l'empire s'étendait sur une bonne partie de l'Europe occidentale, a fixé sa capitale à Aix-la-Chapelle, actuellement, actuellement Aachen, en Allemagne. Paris est redevenu la capitale de la France en 1987, en 987 sous Hugues Capet, et voilà plus de 1000 ans que le centre du pouvoir politique se trouve dans cette ville. La troisième occasion historique était donc la bonne. L'histoire de France se confondra désormais avec celle de la France. C'est au Moyen Âge, sous les Capétiens, que Paris va devenir une ville vraiment importante, quand Philippe Auguste fait construire une enceinte autour de la ville en 1200, 1200. Elle consistait en 3 parties. Au nord de la Seine, sur la rive droite, se trouvait la ville marchande. Au sud de la Seine, la rive gauche était le quartier de l'université, où les étudiants parlaient latin, d'où le nom de quartier latin. Et l'île de la Cité, le centre politique où se trouvaient les sièges des deux grandes puissances du royaume. J'arrive pas à lire ce soir. À l'extrémité, hop, je vais réduire le, voilà, ce serait mieux parce que sinon je pourrais pas aller en bas. Voilà. Donc j'en suis quartier latin, l'île de la Cité, le centre politique où se trouvaient les sièges des deux grandes puissances du royaume. À l'extrémité orientale de l'île, la cathédrale Notre-Dame représente la monarchie. Le Louvre était à l'origine une forteresse faisant partie de l'enceinte construite par Philippe Auguste pour protéger la ville. Au siècle suivant, comme la ville grandissait, le roi Charles V a fait construire une nouvelle enceinte sur la rive droite, dont la forteresse était la Bastille. Mais Charles V a quitté le palais royal pour s'installer dans le Marais, le plus ancien quartier de la rive droite. Plus tard, les rois Valois et Bourbons ont complètement délaissé la capitale, préférant résider au château de Fontainebleau, au sud de Paris, et encore plus loin de Paris, sur les bords de la Loire. Donc ici on a l'île de la Cité et le centre de Paris. Voilà. Donc je finis le paragraphe. Au XVIIe siècle, Louis XIV a fait construire le château de Versailles au sud-ouest de Paris, et celui-ci restera la résidence royale jusqu'à la Révolution. Voilà. Donc on finit ici. Je te vois jeudi. On va, on va essayer de lire un peu un article pour avoir une base concrète. Et puis fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je pense que ma fille va rester cette semaine à la maison parce qu'elle a été malade. Donc, il y a une épidémie de varicelle à l'école. Donc, j'ai un peu peur. Non pas pour ma fille parce que je voudrais qu'elle ait la varicelle, mais pour moi parce que je n'ai jamais eu la varicelle. Donc, si je l'ai maintenant, ça peut être très très dangereux. Je dois faire attention. Donc, on va voir un peu. Et mon mari est en train de voyager. Donc, si ma fille a la varicelle, je suis un peu, on dit en français, dans la merde. Voilà. Tu passes une très bonne soirée, un très bon mercredi et on se voit jeudi à 8 heures. À très bientôt, Simon.